L'argent est peut-être l'invention de l'homme qui a les conséquences les plus considérables. Le dessinateur Thomas Wesney n'est pas le seul à le penser. Les premières pièces de monnaie comme la tritée et le tétradrachme que l'on voit ici ont été frappées en Grèce aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. L'argent a permis le commerce mondial entre les États et les individus, mais l'argent a aussi une nature conflictuelle. Il est à la fois une bénédiction et une malédiction. Un système de paiement a été développé car nous avions besoin de quelque chose qui nous permettait d'évaluer la valeur des biens tels que les poires, les pommes, les vaches, les moutons, etc. L'argent est devenu une mesure de valeur. C'est la première raison pour laquelle l'argent a été inventé. La deuxième, ce sont les dettes. Il ne peut y avoir d'économie sans dette. L'argent doit être emprunté, ce qui entraîne des intérêts. L'argent est alors une marchandise parce que l'intérêt est le prix de l'argent. Le prix peut être inférieur ou supérieur, tout dépendant de ce que demande le créancier. Vous ne pouvez rien acheter avec la mesure ou la marchandise, mais vous devez la posséder. C'est la troisième raison pour laquelle l'argent a été créé, la propriété individuelle. Ce sont donc les trois dimensions de l'argent. Elles sont en conflit les unes avec les autres parce que l'argent ne peut être à la fois une mesure et une marchandise. Parce que le prix d'une marchandise peut varier à la hausse ou à la baisse. Et les biens que vous possédez ne peuvent pas non plus être une mesure. La mesure et la marchandise sont donc en conflit. Si l'argent est crédible comme marchandise, comme avoir, mais aussi comme mesure, alors le marché fonctionne. Mais dans l'Antiquité, les gens essayaient de garantir la rentabilité de l'argent. Les prêtres babyloniens ont déterminé le rapport de la valeur de l'or et de l'argent de 1 à 13 et un tiers parce que le premier était considéré comme le symbole du soleil et l'autre comme celui de la lune. Cela correspondait aux périodes orbitales des corps célestes. Les valeurs attribuées n'avaient aucun rapport avec la valeur actuelle. Elles étaient basées sur des croyances astrologiques, mythiques et théologiques. On trouvait des pièces frappées à l'effigie d'un souverain ou d'une déesse, comme Pallas Athéna pour Athènes, ou bien Alexandre le Grand. Il est d'ailleurs le premier à avoir eu son portrait à la place de celui d'un dieu ou d'une déesse sur une pièce de monnaie. Et les empereurs romains ont tout copié. Dès le début, ce système a été détourné. Les gens essayaient de mettre en circulation de l'argent ayant une valeur inférieure ou encore de créer de l'inflation. Une troisième représentation a vu le jour en Grèce. Elle était issue du culte sacré des sacrifices avec des pièces de monnaie sur les cornes de bœuf, par exemple. Les sacrifices étaient un troc avec les dieux et c'est cette troisième représentation visant à garantir la valeur de l'argent qui sera la plus durable. On voit que l'architecture des banques et des marchés boursiers au XIXe siècle rappelle les temples grecs. Et les deux lignes sur les symboles de la livre britannique, du dollar et dorénavant sur l'euro sont les vestiges de ces cornes de bœuf. Notre devise se souvient de son origine. L'argent n'a pas toujours été la mesure de tout. Au Moyen Âge, l'autorité sur les terres, le droit de porter des armes, tout comme l'honneur, valait bien plus. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette époque, au Palio de Sienne par exemple. Les différents quartiers dépensent des millions juste pour avoir l'honneur de remporter cette course. Les premières banques de la nouvelle ère capitaliste ont été établies ici en Toscane et en Flandre à la fin du Moyen Âge. Vers 1500, les chrétiens en Europe ont levé leur interdiction sur le prêt à intérêt.
Avant cela, l'argent était l'affaire des Juifs. Ils étaient indispensables à l'économie médiévale en tant que banquiers, mais ils étaient aussi considérés comme étant des profiteurs et les meurtriers du Christ. Ils étaient une cible. Les gens aimaient imaginer les pécheurs en enfer, et ils ont souvent pris eux-mêmes les choses en main. Ce sera finalement le christianisme qui permettra à l'argent d'être victorieux. L'idée que la valeur de l'argent est légitimée grâce à des sacrifices est totalement étrangère aux musulmans et aux juifs. Pour eux, la valeur de l'argent est fixée par les biens matériels, les métaux précieux ou sa valeur marchande. Le Talmud comprend un grand nombre de jugements rabbiniques définissant quel argent vous pouvez accepter. Le christianisme était le terrain culturel propice au développement de l'économie monétaire parce qu'il offrait de nombreuses possibilités de perpétuer cette sacralisation de l'argent. Dans le christianisme, on retrouve tout ce mythe de la croissance, de la multiplication et de l'incarnation de l'argent. Cette double logique est intrinsèque à la religion chrétienne. Je fais un sacrifice qui est symbolisé par l'argent et en retour, la déesse m'offre la croissance. L'argent devient un capital qui transforme tout en marchandises. Il transforme la nature et ses ressources en objets d'exploitation au nom du progrès. Tout ce qui est produit par l'homme, y compris les déchets. Dans la Genèse, on nous dit de dominer la terre. L'invention et la possession d'argent ont été associées à l'aliénation de l'homme envers la nature depuis l'Antiquité. Les premières sociétés qui se sont lancées dans l'agriculture ont transformé la nature. Elles lui étaient donc redevables. C'est pour cela qu'ils offraient des sacrifices. L'argent a pris son essor grâce à ce culte sacrificiel. L'argent est le symbole de cette intervention sur la nature. Le marché boursier s'est effondré. J'ai alors pris mes actions et j'en ai fait des cerfs-volants pour mes enfants. Nous sommes allés dans un champ, il y avait une légère brise, et j'ai pu voir mes actions grimper une dernière fois. Mais la valeur de l'argent peut aussi chuter soudainement. En 1873, l'exposition mondiale est organisée à Vienne. Les spéculateurs qui espèrent une hausse des prix investissent d'énormes sommes d'argent dans l'immobilier viennois. La bulle éclate, les compagnies font faillite, les fortunes sont perdues et les banques aux quatre coins du monde font faillite. Tout comme aujourd'hui, c'est la cupidité des investisseurs qui a provoqué une crise. Il existe aussi un problème fondamental. L'offre monétaire peut croître indépendamment et sans limite grâce à l'intérêt. D'un autre côté, une économie ne peut fonctionner sans intérêt parce qu'il faut emprunter pour construire et développer quelque chose. Puis vous devez rembourser vos dettes avec les profits que vous avez réalisés. Mais lorsque vous avez des intérêts, puis des intérêts composés, ils s'additionnent à l'infini. Même Aristote avait remarqué que les marchés financiers s'étaient détachés des marchés réels parce que l'argent engendre sa propre dynamique. Ça se termine toujours par un krach boursier parce que plus personne ne peut payer. Le désir de faire fructifier l'argent suit les schémas psychologiques du comportement grégaire. Selon la théorie économique classique, l'offre et la demande sur le marché s'équilibrent. Plus le marché est liquide, mieux il fonctionne. Mais c'est l'inverse qui se produit. Les marchés financiers sont incroyablement irrationnels parce que la hausse et la baisse des prix activent des zones de notre cerveau reptilien. Les spécialistes du comportement ont démontré que les marchés financiers étaient guidés par la cupidité et la peur.
C'était vrai il y a 100 ans, ça l'est encore aujourd'hui, et ce le sera peut-être encore dans 100 ans. Les prémices de la crise de 2008 étaient imperceptibles. Seuls quelques prophètes avaient prédit l'éclatement de la bulle. Un grand nombre des employés de l'industrie financière n'ont rien vu venir. On trouvait pourtant depuis longtemps sur le marché une grande quantité de produits sans apport financier valable. Lorsque les actions immobilières américaines se sont effondrées, les banquiers et les courtiers dans le monde entier ont été touchés, y compris ici à Londres, le cœur financier de l'Europe. Jusque-là, les bonus records se suivaient les uns les autres. Plusieurs d'entre eux sont devenus honteusement riches. Puis, du jour au lendemain, les opérations boursières ont cessé, les banques ont arrêté de se prêter de l'argent entre elles. Le cycle économique a été bâillonné partout dans le monde. La fête était terminée. Le banquier Alan Hart, qui était nouveau dans ce secteur à l'époque, a vécu la crise de près. Cette année-là, les gens étaient en mode survie. Ils essayaient de comprendre ce qu'il se passait sur les marchés et de savoir où ils pouvaient faire de l'argent. Certains profils d'investisseurs et certains schémas de placement sont tout simplement devenus non rentables du jour au lendemain. Ces types d'investisseurs et de sociétés sont même devenus insolvables. Certains ont fait faillite et un grand nombre d'investisseurs ont disparu du marché. À cette époque, mon rôle sur le marché consistait à trouver des gens qui avaient un portefeuille et qui souhaitaient continuer d'investir. Je devais concevoir des transactions, trouver des solutions plus pointues et créer des programmes de subvention précis pour des sociétés qui avaient besoin de financement, mais qui n'avaient plus accès au marché de capitaux comme c'était le cas avant 2007. La pauvreté et le chômage étaient en forte hausse, mais cette fois-ci, les banquiers étaient aussi touchés, ce qui pour eux était jusque-là tout simplement inimaginable. Certains de mes collègues et de mes amis qui travaillaient dans les banques ont appris qu'ils étaient licenciés. Ils ne sont jamais revenus à leur poste. On s'attend à voir ce genre de choses quand on travaille sur les marchés financiers. Mais on dirait que dans les années 2004-2006, les gens avaient oublié que ça pouvait arriver. Dans les années 80, les marchés financiers avaient été déréglementés. L'appel de la richesse et des gros profits se faisait entendre. Les banquiers ambitieux menaient un train de vie luxueux. Les investisseurs cherchaient l'argent rapide et sûr. Ils étaient attirés par la promesse de grosses marges de profit. Cela a été possible grâce à de nouveaux produits dérivés qui pariaient sur les taux de change, les matières premières et les prix de l'immobilier. Prenez l'exemple de la tritisation. Le prêteur n'a plus à se soucier de savoir si l'emprunteur peut rembourser l'emprunt. Ce n'est pas nécessaire parce que vous pouvez vendre la dette. C'est la théorie du plus idiot. Je suis peut-être idiot de faire cet emprunt, mais il y a forcément quelqu'un de plus idiot que moi dans le monde qui va me le racheter. Tout ça n'est que du jeu. Et il y a une raison pour laquelle l'industrie du jeu est réglementée. C'est du jeu et nous savons que nous devons veiller à ce que ça ne devienne pas dangereux pour les individus ou la société. Et pourtant, on ne fait rien quand un risque 1 milliard de fois plus important se joue sur les marchés financiers par le biais de la spéculation. Mais si quelqu'un gagne à chaque fois, il y a forcément un perdant. Et souvent, le perdant, c'est la société, le contribuable. Ce sont les victimes de ce système. Dans les années 80, l'économie financière est intervenue activement dans l'économie réelle par le biais d'acquisitions et de fusions hostiles. La formule magique était « valeur pour l'actionnaire ». Les investisseurs étaient attirés par des profits élevés et rapides. Cela se faisait facilement via la négociation d'actions et d'investissements bancaires au détriment de l'économie réelle.
Les investisseurs sont naturellement très impatients. Pourquoi ne générez-vous pas des profits en 3 ou 6 mois? Le problème, c'est que l'économie réelle n'évolue pas aussi rapidement. L'économie réelle a besoin d'années, voire de décennies d'investissement et de formation, d'efforts marketing et d'amélioration de la qualité. 3 jours de transactions suffisent pour le commerce de biens véritables sur les marchés internationaux. Les autres 362 jours ne servent qu'à faire des profits, uniquement sur les transactions. À titre d'exemple, dans les années 80, le gouvernement américain a permis de créer des produits dérivés sur des éléments sous-jacents tels que l'indice boursier ou le taux d'inflation, qui ne sont pas de véritables marchandises. Et depuis cette époque, ce sont ces produits dérivés qui dictent le marché. Ce phénomène a surtout affecté les pauvres et les moyennes entreprises. Aux États-Unis, le nombre de chômeurs a augmenté de plusieurs millions. Un grand nombre d'Américains ont aussi perdu leur maison. L'industrie financière les avait encouragés à souscrire des prêts hypothécaires. Ils se sont retrouvés à la rue et il ne leur restait que des dettes. Les banques aussi étaient en difficulté et les compagnies d'assurance qui avaient cautionné ces prêts à risque étaient au bord de la faillite. La bulle immobilière a été créée avec des méthodes quasi criminelles. Il y avait certains prêts pour lesquels il n'y avait aucun versement d'intérêt pendant 2 ans parce que le prix de l'immobilier grimpait. Des représentants étaient envoyés dans les quartiers pauvres des centres-villes américains pour inciter les habitants à souscrire des prêts immobiliers qu'ils ne pourraient jamais rembourser. C'est incroyable ce que des acteurs au cœur de ce système tels que Goldman Sachs ont pu faire. Ils assuraient des prêts tout en pariant contre ceux-ci. Il y avait les prêts hypothécaires à risque et tout était morcelé. Les mauvais prêts étaient cachés et vendus principalement aux banques autrichiennes et autres institutions européennes. Au début, les prêteurs étaient très intéressés parce qu'ils pouvaient réaliser de gros profits. Le risque était porté par les personnes qui achetaient des maisons en espérant pouvoir rembourser les prêts, mais aussi par l'État, qui a dû énormément contribuer durant la crise aux États-Unis pour stabiliser les marchés. L'État a dû racheter un grand nombre de ces hypothèques. En Europe et aux États-Unis, les gouvernements ont dépensé des milliards pour renflouer les caisses des banques et des compagnies d'assurance. Ils ont pris l'argent des marchés. Les profiteurs comme Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs, prétendaient servir l'intérêt général. Ce qui était faux, car les banques avaient honteusement utilisé leurs schémas financiers complexes à leur propre avantage. Selon vous, si vos employés estiment qu'un produit est bidon mais qu'ils le vendent tout de même et que par la suite votre institution parie contre la fiabilité de ce même produit, pensez-vous mériter notre confiance? Dans un contexte de tenue de marché, il n'y a aucun conflit. Vous pariez contre le même produit financier que vous vendez, je le répète, je ne parle pas de marché en général. Je parle d'une vente à découvert qui vise ce produit de façon spécifique. Vous ne pensez pas que le client aimerait le savoir? Les obligations de teneur de marché consistent à s'assurer que le produit est adapté au profil du client. Nous faisons partie d'un processus de marché. Nous effectuons des centaines de milliers, voire des millions de transactions par jour en tant que teneur de marché. Ce sont des personnes qui croient fermement que l'argent sur le marché se réglemente de lui-même, sans aucune influence extérieure, qu'il est le Dieu qui réglemente tout. Le marché est utile, mais il n'est pas sacré. Si le secteur financier ne fait pas office de source de crédit pour l'économie marchande et se considère plutôt comme une branche indépendante de l'économie, de la spéculation et des produits dérivés, alors il perd pied. Jusqu'à la crise financière, les banques prenaient de gros risques parce qu'elles croyaient qu'on ne les laisserait jamais faire faillite, ce qui n'était pas éloigné de la réalité. En période de prospérité, les gains sont privatisés et lors de périodes difficiles, les pertes sont socialisées parce que dans la société, les contribuables sont obligés d'intervenir.
si le marché se comporte de façon rationnelle est un des sujets de recherche à l'Imperial College. Et la réponse est la suivante. Le marché peut-être, mais pas les investisseurs avides. Certains investisseurs individuels se laissaient guider par les émotions, par la cupidité. Ils connaissaient peut-être quelqu'un qui avait gagné beaucoup d'argent sur le marché et pensaient eux aussi, à leur tour, pouvoir en gagner. Je ne considère pas que l'investisseur moyen soit d'emblée rationnel, mais en général, les professionnels de la finance ou les investisseurs institutionnels sont plutôt rationnels. La cupidité ne fait que croître quand un autre gagne plus et connaît plus de succès, ce qui fait monter les enchères. C'est difficile pour un individu qui a de l'ambition et du talent de rester en dehors de ce cycle et de rester modeste. Peu de personnes parlent de la réalité de l'industrie financière, et la plupart de celles qu'ils font en sont sorties. Brett Scott a étudié en économie et a découvert par la suite le vrai visage de son métier de courtier. Il a pu voir combien les marchés financiers étaient déconnectés de la réalité et à quel point l'argent pouvait transformer les gens. Nos transactions consistaient à échanger des produits avec très peu de liquidité, soit les crédits croisés. Il s'agit d'énormes paris sur des variables économiques. Imaginez une agence de paris spécialisée dans les courses de chevaux. Maintenant, imaginez que cette agence prend des paris à hauteur de 150 millions de dollars, plutôt que des paris à 30 dollars. Les crédits croisés d'inflation parient sur les variations du taux d'inflation. Les crédits croisés de longévité parient sur l'espérance de vie des gens, sur la démographie, et ils parient aussi sur les fonds de pension. Je travaillais avec les produits dérivés immobiliers, qui dépendaient de la fluctuation des prix immobiliers à Londres. Cela exige de grandes connaissances. On doit bien connaître nos clients et savoir ce qui se passe dans le monde. Si vous placez une offre de produits dérivés immobiliers de 150 millions de dollars et que le marché fluctue en votre défaveur, vous pouvez perdre 15 millions de dollars en un clin d'œil. Et si vous avez emprunté cet argent, vous pouvez vous retrouver ruiné. Quand on voit les montants énormes qui sont en jeu, chaque fraction de seconde dans le monde, toute dimension humaine disparaît. Quand vous manipulez au quotidien des sommes d'argent dépassant les 80 millions de dollars, votre sens de la normalité est différent de celui de monsieur et de madame tout le monde. Quand je parle de placement à 300 millions de dollars canadiens, pour la plupart des gens, c'est énorme. Mais pour les personnes qui travaillent dans l'industrie financière, c'est plutôt normal. Il y a un processus d'aliénation qui se forme automatiquement. Vous changez lentement, vos normes changent, votre morale change. Il y a une sorte d'arrogance qui s'installe. Pour eux, les chiffres plus petits sont sans intérêt. Nous faisons l'erreur de croire que les courtiers ne pensent qu'à faire des profits. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'ils aiment, c'est le risque. C'est comme la chasse. Si vous leur posez la question, ils vont vous dire qu'ils sont accros. Ils se fichent de gagner 1 million de plus, même si c'est toujours agréable. Ce qu'ils recherchent, c'est le frisson du risque. Tout notre corps peut se concentrer sur cette chasse. Il sécrète alors des endorphines, les opiacés naturels du corps. On a une poussée d'adrénaline lorsqu'on s'approche de notre proie. Cette réaction chimique influence bien sûr le comportement. Thomas Elbert réside à Constance. Il utilise la tomographie assistée par ordinateur ainsi que certains indicateurs et stimuli pour étudier la prédisposition des personnes à l'agressivité. Les expériences montrent que si vous activez certains schémas comportementaux, presque tout le monde réagit de la même façon, que l'on soit européen, africain ou asiatique. Ils partent tous à la chasse sans tenir compte des pertes. Ces formes d'agressivité sont stimulantes.
Je chasse quelque chose plutôt que de devoir me défendre parce que ma maison et mes enfants sont menacés. Quand je chasse, il y a une réaction différente du cerveau, semblable à celle que l'on retrouve chez les psychopathes. J'arrête de me mettre à la place de l'autre. Un chasseur ne se dit pas « Oh, le pauvre animal ». Eh bien, les courtiers non plus. L'aptitude à ne pas faire preuve d'empathie, à garder ses distances, se développe. C'est ce qui fait de quelqu'un un bon chasseur et un bon courtier. Si les larmes montent aux yeux parce que l'épargnant perd son argent, je ne suis pas un bon banquier. Il y a aussi un souci d'équité, mais qui n'est valable qu'au sein d'un groupe. Lorsque vous appartenez à un groupe, vous ne ressentez aucune injustice à flouer les autres parce que vous le faites en équipe. Mais se faire flouer au sein de son groupe, ça n'a plus rien d'amusant. La Turquie a fait preuve d'une grande ouverture envers les marchés internationaux au début des années 80, avec peu de succès dans les débuts. Une forte inflation et une augmentation de la dette publique ont presque mené le pays à la faillite en 2001. Aujourd'hui, cette crise s'est largement résorbée. Les conditions sont idéales pour les investisseurs, les salaires sont bas et le marché du travail est immense. Un migrant originaire d'Anatolie a fait ses débuts à Istanbul comme vendeur il y a 26 ans. Aujourd'hui, Azim Çetin possède sa propre usine. Réaliser ses rêves est très difficile. Mon premier rêve était d'avoir une voiture pour vendre ma marchandise. Le rêve suivant était d'avoir un entrepôt pour ne pas être obligé d'acheter ma marchandise chaque jour. Et ainsi de suite. Dans son usine, Çetin fabrique des produits en plastique et du matériel de nettoyage bon marché et destiné au marché mondial. Son entreprise souffre des fluctuations des taux de change. Les manifestations étudiantes et l'instabilité nationale partout dans le pays en septembre 2013 ont fait fuir les investisseurs. Les matières premières sont aujourd'hui de plus en plus coûteuses. Les gros investisseurs et les acteurs internationaux peuvent faire grimper et faire baisser les prix comme bon leur semble. Les moyennes entreprises ne peuvent pas suivre. Ils ne peuvent se permettre d'éprouver de l'empathie. Il n'y a pas de place pour les émotions dans le capitalisme. Çetin est musulman pratiquant. Il s'implique dans les associations islamiques, fait des dons aux écoles et participe au financement du reboisement en Turquie. Ceux qui ont l'argent doivent en redistribuer une partie. C'est un devoir pour les musulmans, tout comme la prière 5 fois par jour. Il faut consacrer au moins 1 heure par jour à Dieu. Mais percevoir des intérêts sur prêt n'est pas autorisé. La politique de libéralisation des marchés à l'échelle mondiale n'a pas le succès que l'on prétend. Le problème, c'est que dans les années 80 et début 90, cet ensemble de politiques destinées à libéraliser l'économie, à privatiser les sociétés publiques, à ouvrir les frontières au commerce international et à l'investissement, a été présenté dans de nombreux pays comme la seule option pour mener vers la prospérité. Mais au cours des 30 dernières années, contrairement aux 30 années précédentes, l'économie mondiale a connu un ralentissement de la croissance. L'inégalité des revenus s'est amplifiée et il y a davantage d'instabilité financière. C'est donc une fausse promesse qui a bien sûr été encouragée par les personnes qui tiraient profit de ces politiques. Alors que presque tous les autres se sont appauvris. La Chine est en voie de devenir la première économie mondiale. Elle applique la méthode du turbo-capitalisme communiste, c'est-à-dire le contrôle étatique sur l'économie d'un côté, tout en donnant de l'autre carte blanche au commerce.
La marchandise dite main-d'œuvre y est très bon marché. Les sociétés font d'énormes profits et les travailleurs perçoivent de maigres salaires. Mais la méthode chinoise s'est inspirée d'autres modèles. Au XIXe siècle, les États-Unis avaient l'économie la plus protectionniste au monde. Au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne appliquait de nombreuses politiques qui, selon nous, avaient été inventées par les Asiatiques. C'est donc une pratique courante des pays qui essaient de rattraper les économies les plus avancées, parce que si vous avez une économie à la traîne, être en compétition directe avec les plus grandes puissances économiques mondiales mène droit à l'échec. C'est comme si un enfant de 11 ans combattait un boxeur professionnel de 25 ans. Il y a de nouveau de la place pour la liberté de religion, mais cela s'arrête rapidement lorsque le Parti communiste ou ses élites sont critiquées pour des raisons religieuses. La vraie religion en Chine, c'est l'argent. Le parti est le saint patron du capital et du succès. Le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. C'est presque comme si la Chine moderne avait soufflé à Karl Marx sa vision sur la nature sans scrupule du capitalisme. Le succès est déjà devenu une drogue en Chine. Qu'est-ce que le succès? Gagner beaucoup d'argent et avoir beaucoup de pouvoir. La grande question reste la même. Comment avez-vous réussi à gagner de l'argent? Comment avez-vous obtenu tout ce pouvoir? C'est la grande question. Dans le passé, on pensait que le succès signifiait être rempli de bonne volonté, se battre pour protéger la justice, chercher inlassablement la perfection, se surpasser. C'est le succès selon le confucianisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On vous dit que vous avez réussi parce que vous avez été capable de voler une grosse somme d'argent, ce qui vous a... En Chine, il existe un culte d'adoration de l'argent et une mentalité d'extravagance et de gaspillage. La nouvelle classe riche en Chine, formée généralement de fils et de filles de membres du Parti communiste, ne comprend pas la colère de leurs critiques. Selon eux, leur richesse et leur train de vie opulent ne sont que le fruit de leur réalisation. L'opinion publique est assez biaisée. Lorsqu'il voit quelqu'un qui a de l'argent, il pense immédiatement que ce sont des enfants de parents riches qui ont du pouvoir et que la jeune génération ne fait que dépenser l'argent de l'ancienne génération. Et que l'ancienne génération a peut-être fait sa fortune avec les ressources de la nation. Mais j'ai gagné mon argent en faisant des affaires. Li Chao gagne de l'argent en important du lait en poudre d'Europe. Il a fait fortune suite à l'épisode en 2009 où des centaines de milliers d'enfants ont été malades en consommant du lait contaminé provenant de Chine. Les choses ont beaucoup changé. Quand j'ai débuté il y a 7 ans, je ne gagnais pas autant d'argent. Je gagnais quelques dizaines de milliers de dollars par an. Aujourd'hui, j'en gagne 40 millions. Je suis heureux, mais j'espère en gagner encore plus. Cette entreprise est toute ma vie. Je fais tout pour réussir. Et voici où ils dépensent leur argent. Li Chao et ses amis ont loué la piste de Formule 1 à Shanghai pour la fin de semaine. Être propriétaire d'une Porsche Carrera est le laisser-passer pour entrer dans ce club de milliardaires très fermé. Li Chao a dépensé 17 000 $ pour cette fin de semaine de pilotage et selon lui, c'est un service qu'il rend à la société. Les riches aussi remplissent les caisses de l'État. Une Ferrari coûte 2 380 000 $ en Chine, mais seulement 750 000 $ en Europe. La différence va dans les caisses du gouvernement par le biais de taxes. Selon moi, l'opinion publique sur nous, les riches, est erronée, car nous contribuons à la société. L'argent est important. Il est important pour tout le monde. L'argent est le fondement de ma famille et de mes loisirs. Il me permet de me divertir. De nos jours, nous n'avons plus seulement une économie de marché. Nous avons aussi une société de marché. Cela signifie que les principes organisationnels des relations interpersonnelles passent par l'argent. L'ancien communisme voulait bâtir une société sans classe, sans concurrence ou notion de profit.
L'expérience est soldée par un échec en grande partie pour des raisons psychologiques. La productivité et la motivation baissent lorsque l'argent n'est plus un incitatif à la propriété, ni une récompense pour votre travail. Ni le communisme, ni le christianisme, ni aucune autre religion n'ont réussi à freiner la jalousie et la cupidité. Je vois le communisme comme la continuité d'utopie sociale chrétienne. Jésus prêchait « à chacun selon son besoin », sous une forme extrême. Si quelqu'un vous oblige à marcher 1 kilomètre avec lui, marchez-en 2. Marx a amplifié cette utopie sociale dans sa théorie d'une société sans classe qui se débarrasse de toute injustice. Il faut prendre à ceux qui possèdent trop. Il s'est avéré que ce n'était pas comme cela dans la réalité. Quelqu'un doit payer. L'argent doit venir de quelque part. Aujourd'hui, presque toutes ces utopies sociales sont devenues répressives. Elles ont éliminé les critiques, c'est le gros problème. Les utopies sociales doivent éliminer les contradictions parce que si elles ne le font pas, elles disparaîtront bientôt. Mais l'économie monétaire mondiale est aussi en crise. On voit partout des manifestations contre le chômage de masse. Ça n'a rien d'un exemple de réussite. Les vastes problèmes environnementaux sont un fléau en Asie et en Afrique. Une étude de la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme sur une série de crises financières, sur l'effondrement des classes moyennes en Europe et en Amérique, sur les problèmes de pauvreté, sur la sécheresse et la famine qui sont de plus en plus dramatiques. Les jeunes dans certaines régions d'Europe ont peu d'opportunités d'emploi. Et de nombreuses grandes entreprises ont fait fi de leurs responsabilités en pratiquant l'évasion fiscale. On ne peut pas reprocher aux entrepreneurs leur comportement. Ils ne font qu'exploiter les différents systèmes fiscaux. Vous ne pouvez les poursuivre en justice dans aucun pays. Il est donc plus que temps de mettre en place des accords internationaux. Il y a tellement de preuves que les marchés ne donnent pas même la moitié des résultats escomptés dans ce conte de fées de la main invisible du marché. Pourquoi avons-nous un problème de réchauffement climatique, de pollution de l'air en Chine ou de monopole? Il y a une détérioration de la répartition des revenus. Le problème est que les marchés sont imparfaits et qu'ils échouent. Les Américains, les Européens et les gens d'autres pays tentent depuis 2008 de restructurer l'industrie financière et les marchés. Mais tout le monde a des intérêts différents et les résultats restent modestes. Les politiciens nous ont dit de façon convaincante « Nous devons tout réglementer, nous devrions taxer les transactions financières, nous avons besoin de procédures d'insolvabilité, nous avons besoin de ci et de ça. » Il y avait des solutions, mais le lobby financier a réussi à tout édulcorer. Simon Johnson, l'ancien économiste en chef du FMI, parle de politiques qui ont été prises en otage par le lobby financier. Ce n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien économiste en chef du Fonds monétaire international. La mondialisation a anéanti bien des certitudes et accordé beaucoup de pouvoir à une petite élite. Cette élite n'est pas du tout intéressée à contrôler le flux d'argent. Les milliardaires tels que Rupert Murdoch contrôlent d'énormes empires médiatiques. D'autres ont construit leur notoriété grâce à des spéculations massives contre les États, comme l'investisseur George Soros. Et d'autres ont le statut de pop star, comme le propriétaire de compagnies aériennes Richard Branson. Si vous privatisez tout, vous créez plus de super-richesses. On obtient alors un ordre social où cette nouvelle aristocratie est reconnue. Nous vivons une nouvelle ère du féodalisme. L'argent est si neutre qu'il est un dieu parfait. Georg Simmel disait « L'argent est le dieu du capitalisme ». De nos jours, tout fonctionne grâce à l'argent, y compris la science, les arts, la culture et même la religion. Il y a de nombreux secteurs qui ne devraient plus faire partie du marché, qu'il faudrait retirer du système. Prenez l'exemple de l'agriculture. L'Union européenne a retiré l'agriculture de l'économie de marché en instaurant un système de subventions.
Selon moi, c'est une bonne chose que nos denrées de base soient écartées du système spéculatif. C'est un débat qu'il faut avoir. Sur quel prix peut-on s'entendre à l'échelle mondiale? Et que peut-on laisser à l'économie de marché? L'équité est un problème complexe. D'un côté, il y a équité quand tout le monde a ce dont il a besoin, et de l'autre, il y a aussi équité quand tout le monde reçoit ce pour quoi il a travaillé. Les États sont très endettés. Ils ont perdu le contrôle. Pour le récupérer, ils ont besoin de lois équitables à l'échelle mondiale pour redevenir les maîtres de l'argent et des dettes. Les dettes accumulées sont un problème qui doit être résolu. Jusqu'à ce jour, personne ne m'a donné une solution crédible. Pourtant, on en parle beaucoup. Mais les gens pensent que la croissance va tout résoudre. Mais il faut se demander ce qu'il se passera si nous n'avons qu'une modeste croissance économique ou pas de croissance du tout. C'est une hérésie de croire que l'argent fait tourner le monde. Il est important de comprendre que l'argent est un instrument utile, mais il ne doit pas être un élément déterminant dans l'histoire de l'humanité. Les gens dépendent tellement du dialogue, de l'amour et de la solidarité. L'argent devrait être utilisé de façon responsable, mais il ne devrait pas diriger le monde. Si l'argent devenait le symbole de Mammon, ce serait la pire des éventualités. Le fantasme fondamental qui s'est développé depuis les origines de l'argent jusqu'à aujourd'hui concerne la dette. Une dette à laquelle on ne peut échapper parce qu'on intervient de plus en plus souvent et cela ne fait qu'aggraver la situation. On ne pourra jamais se libérer de cette dette. De notre côté, nous fabriquons de plus en plus d'argent dans l'espoir de ne plus avoir de dette un jour. Ce sont des pensées inexprimées qui nous poussent à poursuivre dans la même direction sans rien dire. Nous rêvons d'être un jour libres de refaire le monde, l'homme et la nature grâce à l'argent.